Nous allons maintenant changer complètement de sujet. Vent du passé me murmure un conte effacé, éveillant mes amours fanés. Vaste du souvenir, mélodie du désir oublié. Quand vous dansiez, Mathilda, pour moi. Valsez Mathilda, charmant fantôme du jour fleuri, tourbillon parfumé en valsant, vous étiez si jolie. Quand vous dansiez, Mathilda, pour moi. Comme un vent léger qui passe et ne revient jamais, en souriant m'avait quitté. Alors celui que vous entendez maintenant, c'est Yann Alexander et nous l'avons au téléphone. Bonsoir Yann. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous depuis la France. Voilà, depuis Angers. Voilà, depuis Angers. Donc on a entendu quelques notes de cette célèbre chanson qu'on connaît bien ici en Australie, puisque c'est une reprise en français de Mathilda. Ben voilà, Waltzing Mathilda. Oui. Alors c'est une chanson qui figure sur votre dernier album, je crois. Oui, et que je chante sur scène aussi, tout à fait. Parce que les gens l'aiment bien, et puis bon, c'est une reprise de Francis Lemarque qui est décédé, mais que je me suis approprié. Et d'ailleurs, sa fille m'avait écrit pour remercier, trouver la reprise réussie. Et sur scène, il y a une marche militaire au refrain et à la fin de la chanson, qui accompagne donc la chanson. Voilà. Alors comment Yann Alexander, vous définiriez le type de musique que vous produisez justement ? Le type de musique que je produis, alors je pense que c'est de la chanson à texte, c'est de la chanson française, donc c'est de la chanson qui n'intéresse pas grand monde quand même, faut dire ce qui est. Il y a un public d'aficionados, ça fait 7 ans que je fais ça, c'est un parcours un peu en parcours en dents de scie littéralement, mais je pense que quelqu'un qui aime Brassens n'aimera pas ce que je fais, pour être honnête, hein, voilà. J'ai l'oreille très musicale, donc la mélodie a un sens important pour moi. J'évite de faire des textes trop longs, j'aime pas trop ce qu'on appelle la logorée, je crois. Donc et puis j'ai besoin de montrer aussi l'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que je peux pas me concentrer sur le territoire français, donc j'ai besoin de chanter d'autres territoires, d'autres lieux, d'autres pays. Et c'est pour ça aussi que j'ai repris Mathilda et qu'il y a cette chanson aussi qui fait juste suite à Mathilda, Chronique d'une famille australienne. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on parle justement de votre carrière artistique. Vous le disiez juste à l'instant, 7 ans que vous êtes sur la scène musicale et pourtant déjà 10 albums qui sont sortis. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'avantage il y a plein de désavantages, hein, être un chanteur indépendant, hein, ça c'est sûr. Mais il y a des avantages aussi, c'est que je n'ai pas de compte à rendre à un label ou à une politique de carrière. C'est-à-dire que le développement de carrière, ça ne me, bien sûr que oui, il y a un parcours à construire, mais je suis pas tenu de faire un premier album et puis d'attendre 3 ans de sortir un deuxième album, d'attendre 3 ans de sortir. Non, les chansons elles arrivent, et je les fais, je les produis, je passe par un prestataire qui me fait faire qui s'occupe de presser des disques. Des fois c'est des quantités limitées, des fois c'est des plus grosses quantités, c'est pareil pour les DVD. Voilà, donc il y a un parcours assez libre. Le corollaire effectivement c'est que je suis pas un gros vendeur, loin de là, mais il y a un public régulier depuis le début. Mais c'est sûr que je suis absolument d'un point de vue commercial, j'ai vraiment un pied en dehors du système tel qu'il est construit et qui est en train de se casser la gueule avec la crise du disque de toute façon. Tout à fait. Donc voilà. Yann Alexander, je l'ai lu dans votre biographie, vous êtes né à Libreville, au Gabon. Oui, tout à fait.
Donc, et vous avez voulu poursuivre une carrière en France. Je suppose que c'est un mouvement familial, peut-être. Ben, c'est-à-dire que, enfin, c'est presque un accident. En fait, bon, je suis né au Gabon, oui, d'un couple mixte, et je me suis retrouvé à faire de la chanson en France, un peu parce que, enfin, il n'y avait pas de place pour la chanson au Gabon. Je veux dire, c'est pas des sociétés. Le chanteur qui arrive avec ses chansons. Je veux dire, les gens n'aiment pas ça fondamentalement. Ils ont besoin. Enfin, quand on leur dit musique, c'est bouger, c'est des boîtes, c'est des stades avec 60 000 spectateurs, avec des sponsors et tout. Il n'y a pas de place pour la chanson dite à texte, avec de l'introspection. On a bien Pierre Akanenge, mais c'est quasiment une exception d'ailleurs. Sur le continent africain, quasiment personne n'a pris la relève de Pierre Akanenge. Il y a peut-être un peu Salif Keita qui a repris un peu la relève. Donc, c'est assez étonnant finalement que moi, avec mes origines africaines, je me retrouve à faire de la chanson dite à texte. Mais effectivement, je le fais essentiellement en France, en Belgique et en Allemagne, quoi. Voilà. Il y avait des précédents dans la famille. Hein. J'ai vu que votre mère avait écrit un roman. Ah ben, ma mère écrit, effectivement, tout à fait. Elle avait même écrit justement des textes pour une de mes chansons. Elle a écrit des musiques aussi. Mais oui, on faut croire qu'on est une famille, j'allais dire une famille d'artistes. C'est peut-être un peu présomptueux de dire ça. En même temps, pourquoi pas, après tout. En tout cas, c'est sûr qu'avec les parents que j'ai, finalement, c'était pas très étonnant que je me retrouve à pousser la chansonnette. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, ça tombe bien qu'on vous ait au téléphone, puisque la semaine dernière, vous étiez sur scène à Paris, dans un tour de chant vaguement noir, vaguement blanc. Vaguement noir, tout à fait. Ouais. Et c'était justement à l'occasion de la sortie de votre disque Obama. Alors, comment ça s'est passé? Ça se passait à l'Archipel, dans le 10e arrondissement de Paris. Tout à fait, c'est une très jolie salle avec une très bonne équipe, un ingénieur son et lumière qui est très bien. J'étais très anxieux parce que vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, enfin je sais pas comment c'est en Australie d'un point de vue culturel, mais avec la crise, etc., bon, et puis aussi un changement de mentalité, les gens sortent de moins en moins et tout. Et quand même, on sentait donc un public qui était là. Il y avait vraiment une cohérence. On sentait le public chaleureux, on sentait une unité. Et ça m'a rassuré. Je me dis quand même, au bout de 7 ans, j'aurais un peu été déprimé s'il y avait eu 5 personnes qui étaient venues. Ça n'a pas été le cas. Et puis, mais le concert était, pour la première fois, j'avais des musiciens et je redécouvrais mon répertoire autrement. Et puis, c'était très agréable parce qu'il y avait aussi des gens dans le public qui connaissaient mes anciennes chansons, qui les redécouvraient. Voilà, c'était très très agréable et j'espère que l'expérience va très vite se reproduire parce que quand même fondamentalement j'existe grâce à la scène, donc j'étais assez heureux. Voilà. En parallèle avec la musique, vous avez également démarré une carrière cinématographique. On vous a vu dans quelques films. Oui. En fait, ça s'est fait un peu par accident, ce serait un peu long à expliquer, mais c'est vrai que je me suis retrouvé à réaliser des films expérimentaux, avec mes musiques, avec mes chansons et tout. Et c'est vrai que ça a été une époque où ces films ont apporté un public, c'était aussi épanouissant et ça se vendait à des milliers d'exemplaires. C'est indissociable de mon parcours en tant que chanteur, en fait. Hein. Je dirais pas que je suis essentiellement chanteur. Des fois, je dis chanteur-réalisateur ou je dis tout simplement créateur ou artiste. C'est assez global, mais au moins, ça a le mérite d'être plus proche de la réalité parce que je fais aussi un peu de théâtre. Voilà. C'est sûr que j'ai pas l'idée de me cantonner uniquement à la chanson. Je veux faire pas mal de choses, quoi. Voilà. Alors, pour en venir... Bien sûr, oui, on le sent d'ailleurs que vous avez touché un petit peu à tout et toujours dans le domaine artistique. Alors moi j'ai noté également dans votre 10e album, donc qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, une autre chanson qui a trait à l'Australie. Et qui s'appelle Chronique d'une famille australienne. Et pourquoi avoir écrit cette chanson? Sur un coup de tête, en fait. C'est-à-dire que, en plus, je fonctionne beaucoup à l'imagination. Et puis, il y avait un documentaire sur des crocodiles en Australie. C'était sur TV5 Monde. Parce que, voilà, de temps en temps, je suis en Allemagne, donc je suis TV5 Monde. Et puis, je sais plus, il y avait eu d'autres documentaires sur l'Australie, qui est un pays qui m'a
m'a toujours fasciné depuis que je suis petit. L'Océanie en général me fascine. Et donc, j'étais en train de plaisanter, de moi-même tout seul, en train de me dire ce serait rigolo si ces crocodiles sortaient de la mare et se mettaient à jouer du piano. Et finalement, c'est venu comme ça l'idée d'une famille de crocodiles qu'on pourrait penser bien intégrés, et puis en fait, qui finissent, la femme finit en sac à main et le mari finit en assiette à la fin, et les enfants servent de ceinture. Et c'est un peu une allégorie aussi sur la haine, sur la guerre, sur la Shoah, sur les génocides, tout ça. Mais ce sont des thèmes qui reviennent souvent dans vos chansons d'ailleurs, hein, le métissage, la famille, la mort, la sexualité. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça qu'à travers une chronique d'une famille australienne, je voulais aussi mettre de la poésie et de l'humour, même si c'est de l'humour noir, je suis d'accord, mais je voulais pas forcément que ça soit explicite. Donc du coup, il y a pas mal de gens qui ne perçoivent pas non plus l'autre sens, mais ce n'est pas bien grave, parce que après tout, c'est quand même une histoire qui finit mal aussi pour la pauvre famille de Croco, hein. Donc voilà, c'était. Et puis il y avait l'idée aussi de parcourir un petit peu l'Australie, parler c'est aussi un challenge sur. Bon, je voulais faire une chanson sur l'Australie, mais je l'ai faite. Voilà. C'est un pays qui vous fascine. Vous êtes déjà venu? Pas encore. En dehors de l'Europe, j'ai vécu au Gabon, j'étais en Afrique du Sud, et j'ai pas encore eu l'occasion de faire l'Australie. C'est-à-dire que si je voulais aller en Australie, je voudrais faire l'Australie, plus la Nouvelle-Calédonie, plus la Papouasie, plus la Nouvelle-Zélande. Mais aller en Océanie uniquement pour l'Australie, je serais frustré parce que évidemment, déjà l'Australie est un continent. Enfin, en soi, c'est un continent, donc c'est déjà assez fascinant. Mais voilà, c'est toute l'Océanie. On va dire l'Océanie noire en fait, hein. C'est-à-dire dès qu'on dit en noir, on pense souvent à Afrique, on pense rarement à cette région du monde qui est à l'autre bout, qui est loin, les civilisations aborigènes, papous, kanak, mélanésiennes, fidjiennes, et ça m'a longtemps fasciné. La modernité violente aussi, les villes comme Perth, comme Sydney, comme cette ville qui a été détruite par l'ouragan Tracy, Darwin, non. Oui, je crois que c'est Darwin qui avait été détruite par Tracy. Voilà, ce mélange de modernité, de coutumes ancestrales, la violence de la nature. Voilà, tout ça m'a vraiment fasciné. Même le cinéma australien, je suis quand je peux. Donc voilà, je voulais faire une chanson sur l'Australie. Très bien, Yann Alexander, on va vous remercier en tout cas d'être intervenu dans notre émission. On va écouter un petit peu plus tard Chronique d'une famille australienne, c'est promis, on l'aura sur l'antenne juste après les messages de nos sponsors. Merci encore à vous et puis bonne continuation et puis on espère vous voir en Australie, un de ces quatre. Eh ben j'espère, et puis merci, puis bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir Yann. Au revoir. Au revoir. Vous voulez apprendre une langue? Assimile est la référence des méthodes d'auto-apprentissage. Méthode ou guide de conversation, CD ou MP3, Assimile vous propose un catalogue de plus de 100 langues. Pour vous renseigner, une seule adresse: www.assimile.com. Pomme d'api, astrapi, okapi. J'aime lire. Je bouquine. Phosphore. Les clés de l'actualité. Wapiti. Julie. Manon. J'apprends à lire. Pour vous abonner à tous ces magazines et bien d'autres encore, et pour bénéficier du tarif préférentiel, contactez-moi, Anne, votre représentante en Australie pour les éditions Bayard et Milan Jeunesse, au 0413 477 229. Station Sponsor. J'espère que Yann a bien écouté le message de nos sponsors. Donc, pour apprendre une langue et venir nous rendre visite ici aux Antipodes, eh bien, rien de mieux qu'Assimile. Je crois qu'on va écouter un peu de musique maintenant. On l'a entendu au téléphone. On va écouter une autre de ses chansons qui s'appelle Chronique d'une famille australienne. Yann Alexander.
famille aisée. Ce n'était point un trou à rat, mais une jolie villa boisée. Monsieur Hammer, Madame Hammer, 5 enfants dans une infante, d'une désinvolte rigueur, on est de souche protestante. Depuis l'année 1910, où un fermier, bel humaniste, et sa femme douce sur 10, dépourvus de pensées racistes, choisir un couple de crocodiles, leur apprit à lire, à écrire, ce fut le début d'une idylle. Plus d'un, elle en fit frémir. Le couple de reptiles, de rejoindre les humains, les valeurs raffinées d'un Occident divin, donnèrent naissance à une belle descendance. Nous voilà en 1950. Ça n'a rien d'une roman. Madame Hammer, grande bourgeoise, se parfuma l'eucalyptus, tandis que son mari pavoise derrière eux, Tino, Lino, Lucie et Brutus. Dans ce quartier de patriciens, ils font peur aux petits enfants blonds. Ce ne sont point des batraciens, ni des koalas à bouille ronde. On les tolère, on les supporte, les voisins font la révérence. On ne veut pas les mettre à la porte, leur flic appelle à la clémence. Papa reptile, fringant époux, invite aux tables parvenu à manger steak de kangourou, les huîtres de roche au menu. Maman reptile, charmante épouse, invite femme de à prendre le thé. Les commérages sur la pelouse résonnent comme une pluie d'été. Et la famille de reptiles, qu'elle est bonne citoyenne, elle paye ses impôts et se moque comme tout le monde des aborigènes. Famille de reptiles, lui le roi, elle la reine. Famille haut placée, une bonne vieille famille australienne. Madame Hammer, dame du monde, se moque pas mal de ses semblables qui croupissent dans des eaux immondes, des conditions de vie innommables. Arrive dans le pays, c'est la débâcle, c'est la faillite, la société se sent trahie, les immigrés prennent la fuite. Monsieur Hammer n'est pas à plaindre, il a de l'argent bien placé, mais sa femme commence à geindre, les voisines ne veulent plus passer. Tino, Lino, Lucie, Brutus sont alors exclus de l'école. Les autres ont peur de leur rictus, on accuse papa de vol pour des raisons inexplicables. On ostracise les Hammer, on aimerait les rendre coupables absolument de nos malheurs. La famille des reptiles de s'enfermer dans la villa. Le braconnage fait des ravages, de l'ornithorynque au koala. Un crépuscule sonne le glas. Ranger, bonne citoyenne, décime dans la forêt une bonne vieille famille australienne. Madame Hammer est devenue une jolie marque de sac à main. Monsieur Hammer repose nu sur une assiette de gala mondain, et les enfants servent des ceintures pour les petits garçons des voisins. Ne soyons pas contre nature, on n'a jamais vu de crocodile citoyen.